Patient Rafiki, c'est quelqu'un qui aime travailler en groupe. Patient Rafiki, c'est quelqu'un qui aime s'intégrer dans une société. Patient Rafiki, c'est quelqu'un qui a un seul slogan dans sa vie. Pour bien avancer avec les autres, il faut éviter de voir les défauts de vos camarades, mais il faut vous étaler sur leurs qualités. Vous êtes sur cette magazine TV, abonnez-vous. Oui, comme vous venez de le dire, nous sommes patient Rafiki Bigirineza. Nous sommes enfants de la ville de Goma. Et si je dis enfants de la ville de Goma, c'est-à-dire nés, grandis, et nous avions étudié dans la ville de Goma, nous avions fait nos études primaires à l'école primaire Sabinho, une école conventionnelle catholique, où nous avions décroché notre certificat de fin d'études primaires. Nous avions poursuivi nos études secondaires. Nous avions fréquenté l'Institut Faraja de 1997 à 2000. L'Institut Zaner, nous l'avions fréquenté de 2000 à 2003, où nous avions décroché notre diplôme d'études en section technique, option commerciale et gestion. Et en 2000, nous avions poursuivi nos études universitaires à l'université de Goma. Et à l'époque, c'était encore centre universitaire extension de Kisangani, mais nous avions fini nos études universitaires vers les années 2006-2007 dans la faculté des sciences économiques et de gestion à l'université de Goma. Et à cela, ça nous a permis d'être retenus dans les institutions de la place comme assistants avant de poursuivre nos études du troisième cycle, où nous avions pris notre inscription dans l'Université pédagogique nationale, l'UPEN, dans le troisième cycle où nous étions auditeurs dans la filière de sciences économiques, option économie appliquée, communément appelée gestion financière. Et là, c'est vers les années 2008-2009. Et cela nous a fallu d'être retenus et d'être nommé comme chef de travaux au niveau de l'Université Saint-Joseph, où nous avions assumé la fonction d'abord de l'appareil central avant d'être promis comme secrétaire général académique de 2009 à 2011. Et de 2011, nous avions été nommé secrétaire général académique de l'Université Saint-Thomas, où nous avions assumé cette fonction de 2011 à 2020. En 2020, nous sommes nommés secrétaire général académique à l'Institut supérieur des techniques de communication et de gestion, ISTCG Goma, où nous sommes nommés académiques. C'est une institution supérieure du complexe scolaire Mama Sophie Goma. Et en 2021, nous serons promis comme directeur général, le poste que nous occupons jusqu'à aujourd'hui. En dépit de ce monde scientifique et universitaire, en 2004 déjà, lorsque nous avions décroché notre diplôme, en 2003, diplôme d'État, nous avions été retenus respectivement dans nos deux écoles secondaires où j'ai fréquenté, à l'Institut Faraja ainsi qu'à l'Institut Zaner, où nous avions commencé à encadrer nos petits frères comme enseignants des cours commerciaux, comptabilité, organisation des entreprises. Mais également en 2006, Dieu va nous faire grâce avant même que nous soyons affectés à l'université. Nous serons retenus dans une école de formation douanière et développement social comme enseignants et en même temps secrétaire du centre avant d'être promis directeur de ce centre à Goma, parce que c'est un centre qui formait les cadres de la DGI, les cadres de DGM, les cadres de GERAD, et bref, presque toutes les institutions financières de la place, où nous serons nommés comme directeurs de ces centres de titre supérieur, de ces cadres de l'État. C'est un centre qui avait 3 succursales. Il y avait le succursale au niveau de Bukavu, il y avait la direction générale, il y avait les succursales au niveau d'Uvira et à Goma. Et nous, nous étions nommés directeurs du centre à Goma. Dans le monde où j'étais à l'école secondaire comme enseignant, en même temps j'ai cumulé avec le centre de formation
en matière douanière et développement social, où nous avions formé tant de déclarants en douane ici. Nous sommes parmi les premiers à former les déclarants que vous connaissez aujourd'hui. Au moins 70% des déclarants à Goma sont passés sous nos mains. Et cela nous a failli aussi d'aller plus loin. En 2010, vu la situation qui gangrénait notre pays, où les parents avaient du mal à scolariser leurs enfants, en 2010, Dieu va nous faire grâce. Et à partir de cela, nous sommes devenus un entrepreneur en éducation, où nous avions créé notre première école. Nous avions créé le complexe scolaire Garamba. C'est une école secondaire dans l'objectif de scolariser les enfants de Mini, parce qu'à cela, nous avions formé une association dénommée Association de volonté pour la scolarisation des enfants de Mini. Et cette école, pour la première fois, a encadré plus de 300 enfants ici de familles de Mini, bien qu'aujourd'hui, nous comptons 750 enfants qui sont encadrés dans notre école ici de familles de Mini. Cela ne nous a pas suffi. On a trouvé que bon nombre d'enfants décrochaient leur diplôme d'État, mais ils se retrouvaient toujours limités parce qu'ils avaient du mal à fréquenter des moyens que nous avions mis sur pied une structure universitaire, l'Université Saint-Thomas, qui a pris en charge ces enfants. Et aujourd'hui, nous sommes à l'Institut supérieur des techniques de communication et de gestion de Goma, qui continue à prendre en charge ces enfants qui terminent leurs études ici de familles de Mini. Et donc, comme vous allez le constater, nous avons généralement œuvré dans le monde et dans le système éducatif. Et c'est pourquoi lorsque vous parlez en premier lieu qui est patient, on vous dira que le patient, c'est un enfant du système éducatif qui est né, qui a grandi et qui continue à travailler dans le monde du système éducatif. Cela nous a fallu. En 2014, lorsque le syndicat, c'est-à-dire les écoles protestantes, se retrouvant dans l'église de Christ au Congo, on va organiser les élections libres et transparentes pour avoir un syndicaliste qui devrait plaider la cause des enseignants. Dieu va encore nous faire grâce. Vu le travail déjà abattu dans le système éducatif, nos pères nous ont fait confiance et en 2014, nous serons élus président provincial du syndicat national des écoles protestantes au Nord Kivu. Nous avions milité pour nos écoles, nous avions mené un combat en faveur des enseignants, en faveur des enfants, parce que notre combat, et ça continue, c'est d'amener le gouvernement à être responsable de la scolarisation de l'enfant congolais. Nous, en 2010 déjà, on commençait à scolariser les enfants qui avaient difficile à fréquenter les écoles, et Dieu nous a fait grâce. En 2014 syndicaliste, en 2019 avec le nouveau régime, on va mettre sur pied la gratuité de l'enseignement, où nos enfants actuellement sont en train d'étudier gratuitement à l'école primaire. Et cela, c'est notre combat. Une fois nous y sommes, nous ne pouvons plus revenir parce que l'État a la charge de prendre la scolarisation de nos enfants. Il n'y a pas un parent qui doit payer l'enseignant, mais c'est l'État qui est l'employeur de l'enseignant. Voilà notre combat que nous avions mené de 2014 à 2019-2020, et le gouvernement a compris et le gouvernement a mis sur pied le programme de la gratuité qui marche actuellement. En fait, vous allez comprendre que d'abord, comme enfant, je venais de le dire, je commence mes études primaires. En tout cas, je suis encore enfant, un jeune révolutionnaire. Je commence mes études primaires, c'était en 1991 à Goma, à l'EP Sabinho. Et vous allez comprendre qu'avec moi, en 1994, d'abord, nous allons assister à l'entrée massive des réfugiés rwandais sur le sol congolais. À cette période, comprenez que je n'avais que 4 ans, mais nous avions vu des cadavres, et vous allez comprendre qu'à cette période, bien que j'étais encore enfant à l'école primaire, mais nous avions porté assistance à certains réfugiés qui traversaient la frontière malgré notre petitesse d'âge. Et en 97, nous allons, avant 97-96, la rébellion du AFDEL qui va ravager. Comprenez que pendant cette période, j'habitais encore le quartier d'Irere. Là, je suis dans le quartier Mapendo, qu'on m'appelait Makoro. Nous étions à la frontière proche de la douane. Et nous avions vécu des histoires, messieurs les journalistes, c'est-à-dire nous avions grandi dans la guerre. Ici, dans notre pays, l'insécurité, n'en parlons pas, les tueries qui vont commencer, qui vont s'accentuer.
avec l'entrée des rébellions du RCD, nous étions déjà, je me rappelle encore étudiants, où il y avait des tueries ciblées. En tout cas, à l'université, on tuait les jeunes gens, tous les révolutionnaires. D'ailleurs, paix à son âme, les gens qui sont passés pendant qu'on était étudiants. J'ai fait référence au fait Bonachui, qui a été tué pour avoir défendu la nation parce qu'il y avait une fraude qui était organisée à la douane et que lui, il était à l'OCC, il y avait des produits avaries et il avait dit non, on ne doit pas faire consommer la population congolaise ces produits. Il a ordonné que ces produits soient, détruits et il l'a fait. On a incinéré ces produits, mais malheureusement, c'était ça aussi ce qu'il avait emporté. Comprenez qu'il devrait partir avec les hommes qui n'aiment pas le Congo. Nous connaissons le fait Omar Ramazani, qui était même le porte-parole des étudiants à l'époque, qui a été tué pendant qu'il cherchait à entrer même dans sa maison. Et donc ce sont les jeunes qui s'est révolté, même si c'était pendant la rébellion du RCD, ils cherchaient à montrer que la RDC avait des hommes forts, mais ils ont été éliminés et tués par les ennemis de la RDC. À part ça, nous avons Eliezer Manakawa qui était aussi le président, des étudiants, les porte-parole. Et donc, nous connaissons tous ces gens et nous avions fait même, pour votre information, lorsque le PPRD va entrer, nous serons les premiers, avec la réunification, à être parmi les premiers militants du PPRD dans la ville de Goma. Et nous avions fait l'objet à plus de 5 reprises d'enlèvement. Mais nous étions sauvés par la justesse, par les hommes de la rue, par les motards, par les gens qui venaient se sonder. Donc même nous autres, à l'heure actuelle, nous ne serons plus en vie. Donc avec ces rébellions, tant de jeunes ont perdu la vie parce qu'ils militaient pour une cause noble. Et nous, si nous sommes en vie aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu. Et avec la prise du pouvoir, la mort du fin Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila va prendre le pouvoir. Pendant ce temps, nous ne serons plus à Biré. On a déménagé pour nous retrouver maintenant à Mabanga Site, quartier que vous connaissez, un quartier chaud, où l'insécurité va battre les records. Et pendant cette période, je vais m'engager. J'étais encore en GD. Nous allons organiser un groupe de jeunes sous forme d'une association qu'on a appelée LJPDI. Les jeunes de l'époque maîtrisent très bien, lutte des jeunes pour la paix et le développement intégral. Et dans ces groupes-là, on va organiser les jeunes pour faire des patrouilles mixtes avec la police et l'armée. Pendant cette période, je me rappelle, nous avions comme chef de quartier qui est encore là, Mouté Témoignemal, qui est actuellement dans le quartier Himbi, qui nous a accompagnés, qui nous a donné même du matériel afin que nous puissions assurer la sécurité dans le quartier Mabangassi. Et nous l'avions fait. Et jusqu'à maintenant, je suis fier. Parce que parmi tant de quartiers de la place, là où la jeunesse s'organise encore pour la sécurité, c'est le quartier Mabangassi. Et cela, c'est le fruit de nos efforts. Lorsque nous avions organisé ces groupes, nous avions si maîtrisé notre quartier et le quartier a été stabilisé. Et donc, le même groupe de jeunes que nous avions créé ne s'est pas limité sur la sécurité du quartier. Le même groupe s'est investi aussi dans les actions caritatives et dans les actions humanitaires. Pendant cette période, pendant que j'étais en G2, messieurs les journalistes, vous allez comprendre que nous avions pu à réunir les femmes veuves, le vieillard ainsi que le vieux. Et c'est tous nous les organisions. Pourquoi? C'était pour apporter une assistance. Parce que même la Bible nous dit qu'il soit heureux celui qui assiste le veuf ainsi que le vieillard. Et nous l'avions fait dès notre bas âge. Nous nous organisions en association toujours, lutte des jeunes pour la paix et le développement intégral. Et chaque fin du mois, nous devrions prendre en charge nos vieillards, à leur accorder de bien vivre et non vivre pour leur survie. Ce projet a évolué de 2002 jusqu'à 2006, lorsque je vais quitter le quartier Mabanga pour aller dans un autre quartier Mabanga Sud. Arrivé dans ce quartier, j'ai organisé les jeunes au niveau du quartier Mabanga Sud et Birere Mabanga Sud maintenant. Quitter Mabanga Sud vers Kassika, là où je suis maintenant marié avec ma famille. Là aussi, j'ai organisé les jeunes dans une association qu'on a appelée GSOCI.
jeunes conscients pour le développement et la sécurité. Et ces jeunes, actuellement tous, au moins chacun de ces jeunes, il se retrouve dans sa famille et il est très bien. Nous leur avions montré l'entrepreneuriat, nous leur avions appris comment se prendre en charge. Et donc, Passia Rafiki, tel que vous allez le voir, il est le fruit des associations. Il est le fruit des groupes. Passia Rafiki, c'est quelqu'un qui aime travailler en groupe. Passia Rafiki, c'est quelqu'un qui aime s'intégrer dans une société. Passia Rafiki, c'est quelqu'un qui a un seul slogan dans sa vie. Pour bien avancer avec les autres, il faut éviter de voir les défauts de vos camarades, mais il faut vous étaler sur leurs qualités. Car sur cette terre, aucun être humain n'est parfait. Tous nous avons nos défauts, tous nous avons nos qualités, et pour bien avancer ensemble, nous devons mettre nos qualités en avant-plan et mettre nos défauts derrière. Et cela m'a aidé. Bon nombre de gens me posent la question, mais pourquoi Passia tu es toujours entouré des hommes? Pourquoi Passia tu es toujours entouré de femmes? Pourquoi Passia tu es toujours entouré d'enfants? J'ai dit, ma qualité et tout ce qui m'oriente, c'est la qualité de l'homme que je fréquente et non ses défauts. Et cela m'a permis, dès mon enfance, je suis toujours dans les groupes. J'ai grandi toujours dans les groupes et aujourd'hui, je suis toujours dans les groupes. Et ma philosophie se fonde maintenant dans 4 éléments essentiels de la vie que nous tous, et moi, et mon entourage, nous devons mettre sur pied. La première des choses, c'est l'assurance de l'éducation de tout enfant congolais. Nous devons tous nous mettre sur pied pour que l'enfant congolais mérite une éducation de qualité soutenue par le gouvernement et non par ses parents. Deuxième élément, c'est l'amélioration des conditions de vie des acteurs éducatifs. En premier lieu, l'enseignant lui-même, qui est le maître et au centre. Et nous allons défendre ça jusqu'à notre dernière énergie. Troisième élément, c'est l'initiative et l'appui au gagne-paix. Messieurs les journalistes, cela nous est venu, nous comme économistes, avec la prise du pouvoir du fin Laurent Désiré Kabila en 1997. Lorsque Laurent a pris le pouvoir, il a développé un système d'économie que nous appelons le système d'économie sociale du marché. Selon ce système, si nous voulons développer la RDC, Mouzé a préféré d'abord satisfaire les besoins de la population la plus démunie. C'est-à-dire, pour lui et pour les économistes, lorsque la population la plus démunie est satisfaite, c'est-à-dire la population qui a un niveau supérieur avait déjà été satisfaite avant. Et donc, il faut d'abord commencer par les gagne-paix avant de s'étaler à ceux qui ont un peu de moyens. La politique qui manque à notre pays, parce que dans notre pays, développe la politique à celui qui a peu on arrache pour ajouter à celui qui a trop. Ça me fait mal au cœur de voir une maman vendeuse de pain qui se débrouille pour que ses enfants mangent, mais lorsqu'il prend ce pain, ce sont les policiers qui arrivent pour arracher ce pain à cette maman. Ça me fait mal au cœur lorsqu'un jeune garçon qui n'a pas de moyens pour se payer les frais académiques, il se débrouille pour ouvrir un petit salon de coiffure afin de se procurer des moyens et payer ses frais académiques. Ce sont les services de l'État en multiplicité qui arrivent et ce jeune homme ne saura pas poursuivre avec cette œuvre. Nous devons aider les gagne-paix à leur montrer comment faire pour aller de l'avant. Troisièmement, c'est la défense des droits des démunis. Messieurs les journalistes, tous nous sommes enfants de Goma. Tous nous sommes enfants de la République démocratique du Congo. Vous allez comprendre qu'avec moi, même notre justice, lorsqu'on est démuni, lorsqu'on est vulnérable, lorsqu'on n'a pas de moyens, on se laisse exploiter par les hommes forts, les hommes qui ont des moyens. Et cela m'écoeure parce que nous en sommes victimes nous-mêmes. Je suis en train de voir comment bon nombre de mon entourage ont perdu leurs parcelles, ont perdu leurs concessions, aujourd'hui sont devenus locataires, aujourd'hui sont devenus des sans ménages parce qu'ils n'ont pas eu les hommes qui devraient plaider leur cause. Et ça nous fait mal au cœur et on s'est dit nous devons nous porter étendard pour parler la cause de Domini et enfin garantir la sécurité et la paix dans notre pays. Si nous sommes les fruits de l'insécurité, messieurs les journalistes, nous avions grandi dans la guerre, nous avions grandi dans l'insécurité, faudra-t-il laisser aussi nos progénitures continuer à souffrir ainsi? Nous devons donc monter des stratégies, nous devons voter des lois qui doivent protéger notre nation et protéger notre progéniture. Donc en bref, vous allez comprendre que nous sommes dans l'éducation,
comme notre cheval de bataille. Nous sommes dans l'économie en vue de créer une classe moyenne en appuyant les gagne-pain. Nous sommes dans la justice en fait de défendre les droits des vulnérables, de démunis et de délaissés, mais aussi nous sommes dans le domaine de la sécurité parce que nous devons avoir un pays fort, capable de dissuader tous les pays voisins. Donc, qui est Patient Rafiki? C'est un homme de l'éducation. Qui est Patient Rafiki? C'est un entrepreneur. Qui est Patient Rafiki? C'est un homme de droit et défenseur des droits de l'homme, parce qu'en développement, il faudra être développé que si on arrive à franchir toute forme de servitude pénale et défendre la cause de plus démunis. C'est ça la définition même du développement et c'est ce qui caractérise Patient Rafiki. C'est notre idéal. Patient Rafiki est un homme qui, une fois il s'engage, il recule difficilement devant sa décision. Avant de prendre une décision, il réfléchit. Il pèse les pour et les contre et il décide. Et une fois décidé, il s'arrange pour arriver. Qui est Patient Rafiki? Patient Rafiki, c'est un homme qui respecte sa parole. Il ne donne pas une parole au hasard. Avant de donner sa parole, il doit se rendre compte qu'il doit réaliser. Qui est Patient Rafiki? C'est un homme de la société. Patient Rafiki ne travaille jamais seul. Et partout où vous retrouverez Patient Rafiki, vous ne le trouverez jamais seul. Il est tout... Vous êtes sur 7 Magazine TV, abonnez-vous.